Donc, bah, salut Julien, déjà. Salut Sofiane. Et on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter? Et entre-temps, je couperai mon micro parce que j'ai un peu de bruit derrière moi, malheureusement. Mais est-ce que tu peux te Ouais, présenter déjà? ça marche. Eh ben, je m'appelle Julien Donjou. J'ai eu 40 ans il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je fais de l'informatique depuis très longtemps. J'ai commencé très jeune. Aujourd'hui, je suis CEO de Mergify. On est une petite start-up d'une dizaine de personnes. On fait un logiciel d'automatisation pour les développeurs qui utilisent GitHub. J'ai commencé principalement ma carrière, je dirais, dans l'open source, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à bricoler sous Linux, tout ça, et c'est ce qui m'a amené petit à petit à faire du dev et puis devenir ingé quand il a fallu faire des études et commencer à faire du développement de manière professionnelle jusqu'à un jour tomber sur un problème que j'avais envie de résoudre entre guillemets à grande échelle et de monter une boîte et une structure pour bosser là-dessus. Donc, en fait, toi, comment t'es arrivé? Parce que tu dis, ouais, avant d'être ingé, tu t'es intéressé au dev. Ça veut dire que tu t'es intéressé très tôt au dev. Ouais, oui, j'ai commencé très très jeune en fait. Je suis tombé sur un ordinateur quand j'étais petit et je trouvais ça rigolo. Enfin, quand j'étais, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans quoi. Et du coup, j'ai commencé un peu à bricoler là-dessus et ça m'a vite intéressé fortement. Donc, je me suis vite mis là-dedans et j'ai eu la chance d'avoir Internet assez jeune. Bon, maintenant, les gens ont Internet très jeune, mais moi à l'époque, c'était quand j'avais 16-17 ans et de rencontrer des gens sur Internet qui m'ont parlé de Linux et puis après de l'open source, tout ça, et de bricoler là-dedans. Donc en fait, je commençais déjà au lycée un peu à bricoler. Et quand il a fallu choisir un parcours, faire des études, j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver une école qui faisait de l'informatique, tout ça, pour commencer à apprendre un peu plus sérieusement le métier. Même si j'avoue que j'ai pas appris grand-chose à l'école. Parce que quand tu passes beaucoup de temps à bricoler à côté et que tu as Internet, en fait, tu peux tout apprendre maintenant. Encore plus maintenant qu'il y a 20 ans, mais tu peux vraiment tout apprendre, quoi. C'était quelle époque, ça? Pour nous rajeunir? Juste pour nous rajeunir, c'était... Je suis de 83, donc tu fais le Ouais. calcul. Moi, j'ai passé mon bac en 2001, donc j'ai eu Internet en 98 à la maison et j'ai commencé à bricoler à ce moment-là, 99-2000. J'ai fait mon premier site Internet en 99 et j'écrivais des documentations sur comment installer des cartes réseau sous Linux et brancher des câbles pour mettre les ordinateurs en réseau. Et en fait, je lisais beaucoup de docs en anglais. J'étais pas trop mauvais en anglais, donc je lisais beaucoup de docs en anglais parce que toute la documentation de référence était en anglais, ce qui est encore le cas aujourd'hui de toute façon. Et je faisais quasiment de la traduction en fait avec mes mots d'adolescent de ce que je comprenais sur comment faire marcher les trucs et je publiais ça sur Internet et j'avais une petite communauté qui me suivait déjà à l'époque, des gens en France qui faisaient du Linux et qui étaient un peu précurseurs parce que fin des années 90, il n'y avait pas des tonnes de gens qui faisaient ça, c'était pas aussi populaire que ça peut l'être maintenant. Ouais, donc toi, tu as une forte partie, tu pas fait que du dev, tu as fait aussi un peu du touche-à-tout, de l'admin, un peu de physique, Ouais, mais en fait c'est mon premier très orienté métier. Linux, en fait. D'accord. Ouais, c'est mon premier métier. En fait, j'ai fait un petit peu de dev. J'ai appris un peu tout seul. J'avais acheté un bouquin dans une bibliothèque, une librairie pour apprendre à faire du C, par exemple, et tout. Mais en fait, c'est difficile d'apprendre le dev quand t'as rien à faire. C'est-à-dire, si t'as pas d'objectif, je trouve que c'est toujours très difficile. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, ah, je voudrais apprendre à développer, tout ça. Mais trouve un truc à faire, trouve un problème à résoudre. Si t'as pas de problème à résoudre, c'est vachement dur de développer. Comme ça au milieu de nulle part. Donc, faut trouver un petit truc qui te gratte au quotidien. Et pour avoir un petit problème à résoudre, tout bêtement, tu fais un petit programme, un petit truc, même de quelques lignes, mais tu dis, ah, bah, c'est cool, ça me fait gagner 10 secondes dans la journée, je suis content. C'est ce sentiment-là. Mais en fait, quand t'as pas vraiment de problème, donc moi, ce que j'aime bien, c'était bricoler. Donc, l'admin 6 c'était cool parce que tu pouvais installer des OS, les configurer, t'amuser à faire des trucs en réseau, afficher des pages web et tout, faire un peu de HTML sur ton propre serveur. C'était super cool, quoi. C'était vraiment le côté bricolage qui me plaisait vachement. Et du coup, je me suis orienté là-dedans dans mes études. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait malheureusement au début des années 2000, il y avait le parcours que j'ai fait, c'était un UT informatique qui en fait s'appelait avant informatique de gestion. Donc en fait, tu as des cours de comptabilité dans le truc. Donc autant dire que c'est vraiment ennuyeux. Et le peu qu'on faisait en algorithmique, etc., c'était pas très très de haut niveau. Tu aurais pris un bouquin, tu aurais appris pareil. Donc j'ai fait ça pendant 2. J'ai eu la chance de pouvoir me spécialiser après à arriver en master sur ce qui était Admin 6. Alors encore une fois, j'ai rien appris parce que les profs étaient moins bons que moi, désolé pour eux. Parce que je bricolais jour et nuit sur les ordis. À 18 ans, je suis devenu développeur Debian, donc je bossais sur des distributions Linux. Donc c'est sûr qu'arrivé à 23 ans à la fac, je corrigeais les slides du prof, quoi.
Donc c'était très drôle. Enfin, c'était pas drôle pour lui, il comprenait pas trop pourquoi je corrigeais ces slides. Je dis, monsieur, c'est moi qui ai écrit la commande que vous avez mis sur le slide, hein. Donc, ah, d'accord. Et Donc donc, forcément, ta première expérience dans le monde pro, ça a été de l'admin 6 aussi, sur ouais, des... c'est ça. Bah, du coup, j'ai sorti comme ça. J'ai commencé mon premier taf pendant 5 6 ans. J'ai fait admin 6. Et en fait, le dev qu'on t'apprend à l'école, en tout cas qu'on apprend à l'école, c'était beaucoup de faire du Java, des trucs comme ça. Et enfin, très ennuyeux. On faisait des diagrammes UML, des trucs vraiment que tu fais pas dans la vraie vie, en fait. Et ça m'a vraiment déplu. Donc, je me suis vraiment mis en mode admin 6. Et donc, j'avais une dizaine d'ordinateurs chez moi, que j'avais tout câblé. Je faisais des installations complexes de serveurs web, de machin, etc. Parce que ça m'amusait. Et j'ai vraiment commencé mon premier taf comme ça pendant 5 6 ans. Et c'est pendant les 5 6 ans que j'ai fait switch à dev parce qu'en fait, je m'ennuyais beaucoup en admin 6. C'est-à-dire admin 6, quand tu fais bien faire ton taf, bah ça tourne en fait. Ton truc il tourne et tu t'ennuies, tu fais du support de temps en temps quand il y a besoin, mais quand ton truc il est pas en panne tous les 4 matins et que t'as pas de galère, bon bah tu fais des installations, des setups, de la maintenance, mais c'est assez vite ennuyeux quand tu as un peu tout automatisé. Et à force de tout automatiser, d'utiliser le logiciel des autres, c'est-à-dire, je sais pas, un serveur web, un serveur mail, tu commences à dire ah ce serait cool s'il y avait telle feature, et comme c'est de l'open source, ben tu vas aller prendre le code, regarder, commencer à bricoler. Et j'ai passé plus de temps à en fait patcher des logiciels, écrire des bouts de code, rajouter des features, etc., contribuer à des projets open source upstream. Et je savais développer, mais j'avais pas de problème à résoudre. Et là, j'avais enfin un problème à résoudre en fait, qui était lié au métier que je faisais d'admin 6. Et je me suis mis de plus en plus à faire du dev comme ça, quoi. Hormis le fait que tu étais prédestiné à ça, hein, puisque là, on voit que c'est typiquement du DevOps entre admin 6 et développement. T'as plus aimé ton expérience de dev ou ton expérience d'admin 6, ou t'as mixé les deux et t'as trouvé un compromis, t'as été parmi les premiers DevOps, si je peux m'exprimer comme ça? Même pas en fait, parce que je suis un peu sorti en fait je suis passé vraiment d'admin à dev et j'ai un peu sauté la mouvance DevOps tout court. C'est-à-dire que ouais, quand je suis passé du côté dev, je me suis mis du côté développement, donc j'ai changé d'expérience au bout de 5 6 ans. J'ai voulu vraiment changer, donc j'étais admin 6 sur mon CV quoi, et je me suis dit voilà, maintenant je veux être développeur. Donc j'ai mis écrit développeur Python sur mon CV parce que je faisais du Python à l'époque, j'aimais bien ça. J'avais appris tout seul, j'avais acheté un bouquin et puis tu fais un peu d'internet, c'est pas très compliqué. Et j'ai trouvé une startup il y a une dizaine d'années qui m'a dit OK, pourquoi pas, après tout, tu as l'air de savoir faire du Python, on va tester, etc. Et j'ai juste switché comme ça de l'un à l'autre et je suis vraiment devenu développeur comme ça. Bon, effectivement, je me débrouillais pas trop mal, mais j'ai développé. Alors, le truc, c'est que je me suis mis à développer. À l'époque, c'était sur une plateforme qui s'appelait OpenStack, qui est en fait une sorte de. Pour ceux qui connaissent AWS, c'est un pendant open source d'AWS. Donc, c'est AWS en open source que tu peux installer chez toi. Et en fait, je me suis mis à développer une solution à faire vraiment du dev, pas de l'admin, parce que j'écrivais vraiment le code pour contribuer à OpenStack et compagnie. Mais le métier pour lequel je l'écrivais, c'est le métier d'admin 6 en fait. Donc j'écrivais du code pour les admin 6 ou pour les gens qui a déployé des plateformes derrière. Donc en fait, j'écrivais pas, je sais pas, du code pour gérer une agence immobilière ou pour faire un site web pour un marketplace ou un truc comme ça. Je faisais du code pour des gens qui faisaient mon métier d'avant. Donc c'était super facile pour moi parce que je connaissais très bien le métier et c'est un peu tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est que je suis assez vite tombé dans. En fait, j'aime bien développer, mais j'aime bien développer des outils pour moi et les gens comme moi en fait, ou les gens qui font un métier que je comprends assez bien puisque c'est le métier de développeur. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je fais une solution avec Mergify pour les développeurs et pour aider les devs. C'est un peu le persona que je connais le mieux et que je préfère. J'aurais plus de mal aujourd'hui à faire du dev pour bosser sur, je sais pas moi, une startup quelconque qui fait un outil de comptabilité ou de gestion de paie ou de marketplace, quoi. Donc, on va parler de Mergify juste après. Mais là, en fait, ma question, c'est vraiment, dans ton parcours, ça s'est passé comment? Tu as fait 5 ans d'admin 6, après tu as switché totalement dev. Là, tu étais chez un client qui développait une solution pour des administrateurs, si j'ai bien compris. Et à Ouais. quel moment, en fait, ça t'est arrivé l'idée de te dire, OK, là, je vois un problème. Et comment ça t'est venu de te dire, OK, je vois un problème et je vais tenter un truc à mon compte? Alors c'est très long et disons que les problèmes, tu les vois assez souvent, c'est-à-dire que quand tu dev, tu as souvent des problèmes à côté qui sont pas ton cœur de métier, c'est-à-dire que tu es censé, j'en sais rien, gérer une base de données, tu te rends vite compte qu'il va te manquer un outil pour gérer, je sais pas, les versions de tes bases de données. Bon, il y a des outils qui existent, c'est pas le sujet, mais c'est le genre de truc. Donc tu vas chercher un outil et des fois en cherchant cet outil, tu vas pas le trouver. Moi, c'est ce qui s'est passé à l'époque, au bout de quelques années de dev. Dans mon équipe, on s'est retrouvé en l'occurrence, à développer sur GitHub, notre projet. Et on venait d'une autre plateforme qui n'était pas GitHub. On avait pas mal de tooling. Et là, on n'avait plus ces trucs-là en arrivant sur GitHub. Et donc, du coup, s'est mis à chercher
des choses qui pouvaient résoudre nos problèmes d'automatisation. Par exemple, on voulait automatiquement merger nos pull requests en étant sûr qu'elles soient à jour, c'est-à-dire qu'elles soient bien mises à jour par rapport à la branche qu'elles ciblaient, qu'elles étaient retestées avant d'être mergées, et une fois que c'était bon, qu'elles soient mergées automatiquement. On était une équipe de 3-4 développeurs, on n'avait pas le temps de faire du babysitting de pull request en permanence. Du coup, on a cherché une solution. Il n'y en a pas. À l'époque, il n'y en avait pas, et donc, du coup, on s'est mis à écrire un petit script en Python qui faisait ça à notre place. Et le script s'est mis à grossir de plus en plus. Et ça nous sauvait bien la vie parce que ça, vraiment, ça nous faisait gagner plusieurs, pas forcément des heures tous les jours, mais tu sais, c'est ce genre de context switching où en fait, tu es en train de faire un truc, tu dis en fait, ma paire, elle est émergée ou pas, tu retournes voir, tu dis ah non, le ciel, il a échoué, il faut que je le relance, ok, je reviens. Ah non, ah, c'est bon, bah, elle est plus à jour, maintenant, il faut que je la mette à jour. Et en fait, tu passes ton temps à faire du context switching entre faire du babysitting de pull request et ce que tu es censé faire, c'est-à-dire du code. Ah, du coup, on a arrêté de faire ça et on a écrit ce truc-là comme ça. Et on s'est rendu compte que non seulement ça nous était utile, mais en discutant avec nos collègues, d'autres équipes, on bossait à l'époque chez Red Hat, on s'est rendu compte que bah, en fait, ça les intéresse aussi, parce qu'ils avaient le même problème. Et du coup, on a trouvé les premiers utilisateurs en disant, bah, en fait, vous aussi, vous avez ce problème-là, peut-être que vous pourriez vous en servir. Et puis, en fait, ils en parlaient à une autre équipe et tout, quatre équipes de projets qui sont super intéressés par ce truc-là, parce que quand tu as un bon outil ou un bon produit en général, le bouche à oreille marche assez bien. Et on s'est retrouvé avec nos premiers utilisateurs comme ça. Et là, en fait, il y a un vrai problème. Ces gens-là, que ce soit un projet open source ou pas, le problème, il existe. Il existe sûrement aussi dans des boîtes privées, etc. Donc, en fait, tu peux monter un service. En l'occurrence, on a monté un SaaS avec ça pour le commercialiser et éventuellement monter un truc derrière. Quand on a commencé, c'était vraiment un side project. C'était Ouais. vraiment un truc comme ça. Et c'est devenu plus gros avec le temps, mais ça, on s'y attendait pas forcément. Et techniquement, en fait, pour la partie technique, parce que c'est super intéressant, vous avez d'abord codé le truc. Alors toi, tu as fait toujours que du Python au final. Tu t'es spécialisé. Principalement, ouais, enfin, j'ai commencé avec, j'ai fait un peu de tout en fait. J'ai fait du C beaucoup à une époque. J'ai appris vraiment à programmer avec du Perl. C'est moins à la mode maintenant, mais fin des années 90, début 2000, c'était quand même beaucoup, beaucoup utilisé, surtout dans l'admin 6. Donc j'ai fait un petit peu de Perl, pas à très haut niveau, mais j'en ai fait un petit peu. J'ai appris pas mal à coder comme ça. Après, je fais beaucoup de C, ce qui t'apprend la vie dure quand même, parce que tu as beaucoup de trucs à faire. Donc là, voilà, c'est un peu le truc le plus dur. Après, j'ai fait un peu de l'UA aussi. J'ai bossé sur un projet open source où il y avait de l'UA, donc j'ai fait un peu de l'UA. J'ai fait beaucoup de Lisp. J'ai la chance de contribuer à Emacs pendant quelques années, qui est toujours mon éditeur depuis 20 ans de code et de texte. Donc j'ai fait pas mal de Lisp, qui est un de mes langages préférés. Et du Python parce que je suis quelqu'un de pragmatique et tu peux faire vraiment du Lisp dans la vraie vie, c'est compliqué parce que c'est assez peu populaire et voilà, il y a moins d'outillage. Donc je fais du Python ouais, depuis quinzaine d'années maintenant. Ouais. Bah, je suis un fan de Python, donc c'est pas moi qui vais Cool. te. En effet, c'est pragmatique. Avant de cette base de source, de code source que vous aviez faite entre vous, c'est ça qui va évoluer et devenir le SaaS que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire, en gros, ma question sous-jacente, c'est est-ce que ça repose encore sur les mêmes technos? C'est du Python encore et c'est de l'améliorer ou alors tu as tout réécrit quand tu as décidé de passer ça en mode SaaS? Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup de lignes de code du truc d'origine, non. Parce qu'en fait, entre le script Python qu'on a fait, qui était plus une sorte de MVP, si tu veux, en mode genre, bon, c'est un truc qui marche, on le fait tourner sur un coin de table et ça marche. Et ce qu'on a maintenant, l'échelle n'est pas du tout la même, quoi. Donc, le concept de base reste un peu le même, mais tout a changé depuis. Donc, non, je suis pas sûr qu'on l'ait vraiment réécrit. Je me souviens plus trop si on l'a réécrit à un moment, genre on a tout jeté. Nous connaissant, je pense pas parce qu'on est très, en général, c'est ce qu'on appelle le second system syndrome, c'est-à-dire le syndrome du second système, où en gros, en général, tu fais un truc, ça marche, et après et tu peux le faire assez longtemps et assez loin, et après tu fais, ah mais il y a tellement de défauts de trucs, je vais tout refaire à zéro, et ça ne marche jamais, parce qu'en fait, tu repars de zéro, et en fait, tu essaies de faire une usine à gaz en général, et il y a des tonnes d'illustrations de ce genre de ce syndrome-là que tu peux trouver en ligne qui sont assez rigolos, de trucs qui n'ont jamais marché. La V2 ne marche jamais parce qu'en fait, la V1 était très bien. Donc, c'est mieux à une approche itérative après la V en disant, OK, je suis parti par là, c'est pas cool, il faut que je fasse un petit peu de marche arrière et que je reparte dans une autre direction plutôt que de tout jeter de tout ce que tu as capitalisé au final et de repartir de zéro. C'est très, très difficile en fait. D'où l'importance de coder de manière modulaire et d'avoir des modules que tu peux réutiliser. Ouais, C'est, ça aide, c'est- ça aide des tests parce que ça aide beaucoup aussi à voir que tu peux changer des petits bouts sans tout casser à chaque fois et pas te dire ah bah ouais j'ai voulu je refactorer ce truc-là, bon putain j'ai tout pété en fait, ah ouais en fait t'as envie de tout jeter à la poubelle parce que c'est mort. Donc si tu peux y avoir de manière
itérative petit à petit en ayant un truc qui te guide, qui sont tes jeux de test, ça aide vachement. Ouais. Et par rapport au... Toi, tu as toujours fait de l'open source, en fait. Et si j'ai bien compris, tu as toujours été Ouais. chez des clients qui font de l'open source, ou alors du Red Hat, donc sur du Linux. Ce genre de travail, est-ce que ça t'a apporté vraiment des compétences qui ont fait que quand tu as lancé la boîte, ça t'a vraiment aidé au niveau de toute l'organisation technique et des équipes et du travail, des méthodes de travail? Est-ce que ça a été un gros atout de travailler sur de l'open source avec tout ce qu'on connaît comme outils qui sont avantageux dans l'open source pour le travail collaboratif, on va dire? Ouais, bah tout en fait, c'est un tout. Je pense que si je devais tirer un peu l'enseignement de toute ma carrière en gros pro, c'est que l'open source de manière générale, j'en fais depuis 25 ans maintenant, donc ça t'apprend beaucoup de choses. Déjà, l'open source, c'est une chance extraordinaire, c'est que tu as la chance de travailler avec les meilleurs ingés. Moi, depuis que j'ai commencé à me connecter à Internet, à discuter avec des gens qui faisaient l'open source, j'ai appris des choses enfin, tous les jours. Que si tu peux trouver, j'ai eu des gens qui ont été des mentors pour moi, qui m'ont appris des tas de choses en fait que j'aurais pas appris à l'école. D'ailleurs, du coup, j'ai pas appris grand-chose à l'école parce que j'ai déjà ces gens-là qui étaient plus âgés que moi souvent et plus expérimentés et qui pouvaient m'apprendre des tas de choses. Donc, c'est l'école de la rue, mais c'est l'école de l'Internet, quoi. Mais c'est vraiment génial pour ça. C'est qu'en fait, j'ai pu bosser à une époque, je bossais avec des gens qui étaient chercheurs au MIT et qui bossaient sur le même projet que moi, qui relisaient mon code et qui me disaient, ah, tu t'es trompé, etc. Ah ouais, putain, je me suis trompé. J'apprenais des trucs de fou parce qu'en fait, je n'aurais pas appris ailleurs. Et donc, ça, l'open source, c'est vraiment cool comme truc. Donc, j'ai appris ça, déjà travailler. Techniquement, j'ai appris beaucoup de choses grâce à l'open source. Après, sur le côté non technique, tu apprends à travailler de manière asynchrone, à travailler pas en français aussi, ça aide, à communiquer avec les gens, à travailler en équipe, avec des équipes qui sont distribuées, qui n'ont pas la même culture. Donc ça aide aussi vachement à former ton mindset sur tu travailles avec des gens différents, etc. etc. C'est plutôt cool. Sur le côté boîte, je pense que c'est plus ma première expérience. J'ai eu la chance de mon premier boulot, c'était pendant 5-6 ans d'être admin 6, mais j'étais dans une SCOP, c'est-à-dire une entreprise coopérative. On était une douzaine à peu près, qui était donc sur un modèle très horizontal. L'avantage, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup appris. C'est pas une boîte structurée ou en fait, c'est une boîte structurée, mais avec une structure assez Ouais, ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un modèle qui marche bien chez les collectifs de freelance, par exemple. Ça se cale ouais, un peu dessus. c'est C'est, ça. Et du coup, ça t'apprend la vie, ça t'apprend à aller chez le client, à pitcher ce que tu vas faire, à écouter le client, à relire des propositions commerciales. Ça t'apprend à discuter TJM, budget. Enfin, ça t'apprend la vraie vie, c'est-à-dire comment tu vends des prestations. Moi, je faisais de l'admin 6 dans le cadre de prestations, donc je vendais des projets, des trucs comme ça. Et donc, du coup, tu apprends vraiment ce côté-là. Alors après, tu aimes ou tu aimes pas. Si tu aimes pas, il faut pas monter une boîte, du coup, parce que ça va être toute ta vie après. Mais si c'est pas un truc qui fait peur, du coup, ça s'apprend. Et t'es jamais parfait, je suis toujours pas le commercial de l'année, mais ça t'apprend plein de trucs comme ça et plein de briques qui sont très utiles pour monter une boîte, que tu sois freelance ou que tu montes une boîte avec un projet derrière. En tous les cas, ça t'apprend à, entre guillemets, négocier, avoir des discussions que tu n'as pas envie d'avoir ou ce genre de choses qui sont pas forcément faciles quand tu es tech. Parce que c'est pas, tu as juste envie de faire du code souvent et pas de discuter. De faire marchand de tapis, quoi. Donc ça, c'est plutôt un bon point, ouais. Donc ça, c'est vraiment, cette expérience-là m'a vraiment donné confiance en moi pour me dire, ok, bon, en fait, j'ai déjà dealé avec des clients, j'ai déjà eu des clients qui n'étaient pas contents et je savais que j'avais raison et pas eux, donc c'est pas grave, je savais comment gérer la situation. Enfin, t'apprends ce genre de trucs, tu fais des erreurs, tu dis, j'ai déjà fait des conneries. J'ai déjà effacé un serveur d'un client. Bon, bah voilà, j'ai déjà eu la situation de merde, je l'ai géré, j'étais pas tout seul à l'époque, mais si je le gérais tout seul, ben, j'aurais au moins cette expérience-là une fois. Donc, si tu apprends tout ça et donc tu capitalises et tu dis, bon, bah, ça m'est déjà arrivé une fois, si ça m'arrive une deuxième fois, ça, ce sera moins pire, forcément, quoi. Donc, c'est une expérience qui est quand même très formatrice. Après, dans les autres expériences que j'ai eues après, c'était plus sur du côté dev. Ça m'a plus appris le boulot de dev, la gestion d'équipe, entre guillemets, le management. Même si j'ai jamais été manager directement, j'ai toujours été contributeur individuel, donc toujours été ingénieur, etc. Mais bon, en tout cas, ça t'apprend à être managé et du coup, potentiellement, le jour où tu te passes de l'autre côté, à savoir ce que tu veux faire et pas faire avec les autres en termes de management. Alors Donc, c'est justement, toujours un bon point. quand tu montes ta boîte, en fait, est-ce que tu passes tout de suite de l'autre côté? Comment ça se passe? Comment se passe la décision? C'est en quelle année déjà à peu près Alors, que nous, vous on a décidez? commencé le projet en 2018. On a monté la boîte en Mhm. 2019. Au bout d'un an, on a commencé à se dire, bon, il y a un peu de traction, il faut quand même former une petite structure. Et on est passé à temps plein, moi et mon associé, du coup, Mehdi. Mehdi un petit peu avant moi, je pense 2021 et moi 2022. Donc vous étiez, en fait, vous étiez
en train de bosser, vous étiez en CDI encore, vous étiez encore dans vos postes et vous commenciez à développer la Oui, solution et petit en ça se fait fait, on a mis... progressivement en fait. Ouais, en fait, on a mis beaucoup de temps dans la traction à un niveau où en fait tu te dis ah bah c'est cool, je peux faire ça à temps plein. C'est-à-dire que bah il faut. Nous, on a décidé de pas prendre la route de start-up, de lever de l'argent, etc. On s'est dit. En fait, on n'était jamais vraiment trop sûr de ce truc-là allait prendre à une grande échelle ou pas. Tu doutes toujours et plus on aurait très bien pu aller élever 1 ou 2 millions de dollars, surtout dans les années 2020, 2021. C'était pas un souci, on aurait fait notre pitch, on avait un très beau CV tous les deux, on venait de chez Red Hat. Ouais, Enfin mais voilà quoi, il n'y avait pas justement, de problème. c'était ma question parce que c'est important. Pour moi, il y a deux manières de faire. Il y a mettre la valeur avant l'argent ou alors mettre l'argent pour justement faire croître la valeur. Et alors moi, je crois beaucoup plus dans le modèle que vous avez adopté pour le coup. Donc voilà, c'est dit. Mais est-ce que tu penses que ça a été une bonne décision que de faire comme ça ou les deux auraient fonctionné? De te dire voilà, en Non, dev. les deux auraient pas fonctionné. En fait, avec le recul, c'est très dur de bootstrapper parce que t'as pas d'argent et t'as pas de temps, parce qu'en plus on avait tous les deux un boulot à côté, donc on n'avait pas le temps. Mais en fait, quand tu te retrouves dans une situation où t'as pas d'argent et t'as 1 heure par semaine pour bosser sur ton projet, ça te force à être ultra focus sur qu'est-ce que tu dois faire pour survivre, en fait. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu te dis, bon, bah là, j'ai 1 heure pour ce projet, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il survive une semaine de plus? Et en fait, tu es ultra focus et tu perds pas ton temps avec des trucs qui n'ont pas de sens et qui n'ont pas d'intérêt. Par exemple, hein, une décision qu'on a prise assez tôt dans le projet, c'est de séparer le boulot en deux. C'est-à-dire que quand tu fais un projet comme ça, tu as une partie technique qui est la plus marrante. Tu codes, tu fais du Python, c'est trop bien. Et l'autre partie, c'est ben, le marketing, le commercial. Enfin, le commercial, ça sous-entend que tu as des clients, des prospects. Donc déjà, c'est le marketing. Et t'as beau avoir le meilleur projet du monde, si personne n'en entend parler, tu n'auras pas d'utilisateurs, mais tu n'auras pas de clients. Donc on s'est Et dit, OK, comment pour, on fait pour... Ouais. pour le coup, justement, tu dis le meilleur produit du monde, je me permets de t'interrompre. C'est quoi exactement Mergify aujourd'hui? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? Quand vous aviez commencé, c'était pour gérer un problème. Est-ce que ça fait toujours que la même chose ou ça grossit? Qu'est-ce que ça fait exactement? On va dire que c'est le moment de pitcher. Non, ça grossit. Aujourd'hui, on a deux produits en fait sur Mergify. On a un produit qu'on appelle Workflow Automation. Grosso modo, ça te permet d'avoir un petit fichier YAML à la racine de ton repository dans lequel tu vas écrire des règles pour tes pull requests. Ce qu'on appelle des pull request rules. C'est du YAML, ça s'écrit en 5 lignes. Et par exemple, tu vas écrire un truc du genre, OK, si ça a été approuvé par 2 personnes et que la pull request vient de Sofiane et qu'on est entre lundi et vendredi, 9h, 17h, que le CI passe, ou alors que le CI passe pas, mais qu'il y a le label spécial qui dit c'est OK que le CI passe pas, tu décris tes règles comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit merger la PR, par exemple, ou rajouter un label, ou tu fais ce que tu veux. Et ça, au lieu d'écrire des tonnes de code en JavaScript ou en Python ou ce que tu veux, bah, tu l'écris en YAML, c'est super compréhensible. N'importe qui arrive dans ton repository, il peut lire ce fichier, comprendre c'est quoi ton workflow de travail. Et c'est super simple. Donc, tu peux mettre à jour des pull requests, rajouter des labels, les merger, tout ce que tu peux imaginer de vouloir faire dans un cycle de vie des pull requests. Ça, c'est le premier produit. Deuxième produit, qui est celui que vraiment, je dirais, les gens utilisent le plus, c'est Mergify, c'est une merge queue. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à c'est quoi une merge queue, grosso modo, quand tu bosses sur un repository, alors c'est pas forcément lié à la taille du repo, le nombre de gens, etc. C'est dès l'instant où tu veux travailler de manière clean, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une PR. L'exemple que je donne souvent, c'est tu ouvres une PR le lundi, ton CI il tourne, il dit ça marche, cool. Sauf que la PR, tu la merges pas, elle n'est pas review, etc. La vie continue et tes collègues immergent des PR toute la semaine dans la branche main, nanana. Donc tu as 20 commits, 30 commits qui sont mergés, et toi tu arrives le vendredi, tu dis ah, tiens ma PR de lundi, il faut que je la merge, tu vas dessus, elle a été review, tu appuies sur le bouton et tu merges. Et donc, tu relances en général ton CI sur la branche main après. Et là, ton CI dit, ça marche pas, ta paire de lundi, elle marche plus. Pourquoi elle marche plus? Bah, parce qu'en fait, la paire de lundi, elle faisait un import Toto. Et qu'en fait, Toto, mercredi, il a été renommé, il s'appelle Titi maintenant. Donc, il n'y a pas de conflit de fichier. Donc, te guide te dit pas, ah, il y a 2 personnes qui ont touché le même fichier. C'est juste que ton import, il marche plus, il y a un fichier qui a été déplacé. Et ton CI, en fait, qui a tourné lundi sur ta paire, tu l'as pas refait tourner en fait, avant de merger, le vendredi. Tu l'as fait tourner après le merge. Du coup, tu as mergé un truc. Du coup, ton truc est plus déployable si tu fais du déploiement continu. Et puis, tes collègues peuvent continuer de merger malgré que le CI soit cassé, avec un peu de chance. Et en fait, tu te retrouves qu'il y a un CI qui est cassé, tu continues de merger des trucs. Bon, c'est la cata. Ce que tu veux faire, en fait, c'est pas merger la PR de lundi comme ça, c'est que tu veux d'abord la rebase ou merger la branche main dedans, relancer le CI. Et là, le CI te dit, bah, marche plus ton truc. Ça marchait lundi, mais là, ça marche plus parce qu'il y a des mecs qui ont changé les choses dans la semaine. Il faut que tu remettes à jour ta PR, tu corriges ton import et tu repousses la PR, tu retestes et là, on pourra merger. Une merge queue, c'est ça. C'est qu'en fait, quand ta PR elle est prête, tu la merges pas en cliquant sur le bouton, tu la mets dans une petite queue. Et quand la PR est la première de la queue, donc c'est à son tour d'être mergée,
Mergify s'occupe de la mettre à jour, de relancer le CI, de vérifier que ça fonctionne bien, de la merger. Et ensuite, il prend la suivante de la queue et il fait la même chose, etc. Donc, si tu mets toutes tes paires mergeables les unes à la suite des autres, ça fait une queue. C'est pour ça qu'on appelle ça une merge queue. Et l'avantage de ça, c'est que tu es sûr que ce que tu merges, et tu le testes avant de le merger, tu le retestes avant de le merger, et que tu n'as même plus besoin de lancer ton CI après le merge, puisqu'en fait, tu viens de le lancer juste avant le merge et tu sais que ça marche à 100%. Et ça t'évite d'avoir toutes ces galères de, en fait, il faut que tu revertes ta PR parce qu'elle a cassé le CI, etc. Donc, en fait, tu as une sorte d'hygiène qui est impeccable puisque tu testes tout avant. Ça, c'est le problème de base. Au-dessus de ça, tu peux rajouter des tonnes d'optimisation. Par exemple, un truc que beaucoup de nos clients utilisent, c'est quand tu as du CI, quand tu travailles bien, tu as des tests unitaires et tu as des tests fonctionnels, par exemple, qui peuvent être très longs. Genre, ça peut durer 1 heure. Tu cliques sur plein de boutons, c'est toujours super long. Et lancer ça sur toutes les paires, ça coûte très cher et c'est très long. Donc, tu vas pas le lancer sur toutes les paires. Tu vas lancer que les tests unitaires qui prennent 5-10 minutes et qui sont pas chers. Et une fois que tu mets ta paire en queue, à ce moment-là seulement, tu vas lancer tes tests fonctionnels et tu vas même le lancer sur 5 PR à la fois. Donc, on va faire ce qu'on appelle un batch de 5 PR. Donc, tu as 5 PR qui sont éligibles au merge, tu les mets dans ta queue. Quand il y en a 5, Mergify, il crée une branche temporaire avec tes 5 PR, il lance les tests fonctionnels dessus et il te dit, bon, je vais tester les 5 PR là, tous ensemble, c'est cool, ça marche, on peut les merger, ça ne cassera pas ton projet. Donc, c'est ce genre de problème que tu vas résoudre avec une merge queue et qui te permettent de merger des trucs qui fonctionnent et que tu as vraiment testé avant. Et si tu fais, en général, c'est pour ça que je dis la taille de l'équipe ou le nombre de paires que tu merges n'est pas vraiment le facteur clé pour utiliser Mergify. C'est vraiment si tu comptes merger les trucs qui marchent et ensuite automatiser et ton merge et ton déploiement. En général, beaucoup de nos clients ils font du déploiement continu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils ont Hmm. mergé, ils vont aller déployer directement après. Donc, tu veux être sûr que ça fonctionne avant de merger et pas après. Et justement, par rapport à ça, quels sont les types, les typologies de clients? Où est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients qui sont assez organisés au niveau de leur IT pour pouvoir justement mettre en place des solutions de ce type-là et du moins mettre du budget sur Ouais. ce type de solution et avoir, on va dire ça comme concerne, comme ils sont Ouais. concernés par ce sujet-là, quoi. Bah, pas en France déjà. C'est pas beaucoup de boîtes en France qui s'intéressent, enfin, Il y a beaucoup de gens qui vont dans cette direction-là, mais qui ont beaucoup de retard malheureusement. Donc les trois quarts de nos clients sont des startups aux US. Donc quand on a commencé comment, c'est des projets open source. Tout bêtement parce qu'en fait, il y a déjà d'ailleurs des projets open source comme Borse qui font ce genre de truc. On n'a rien inventé, hein, ce genre de système, ça existe depuis longtemps. C'est ce que je disais au début. On avait déjà nous un système équivalent sur une autre plateforme que GitHub dans un projet open source auquel on contribuait avec mon associé Mehdi. Donc, on n'avait pas du tout, on n'a rien inventé, entre guillemets. On a perfectionné le système, mais on ne l'a pas inventé. It's not rocket science, comme on dit, c'est juste tu mets à jour tes paires et tu les merges. Donc, premiers projets, les premiers utilisateurs qu'on trouve, c'est de l'open source. Les premiers clients, c'est des gens qui sont proches de l'open source et qui ont une startup. Et en fait, c'est assez vite des startups, beaucoup aux États-Unis, les trois quarts de nos clients, qui font du SaaS aussi beaucoup. Pas que, mais beaucoup quand même qui font du SaaS et en fait qui ont tout automatisé. En gros, ils écrivent du code, ils font la review et le reste, c'est CI qui gère, déploiement automatique. Et ce qui leur manquait au milieu, c'était une merge queue pour orchestrer un peu tout ça autour du CI et d'être sûr que ce qu'ils font, que ce qui merge va fonctionner avant et que les développeurs n'aient pas à se soucier de tout ça, que ce soit vraiment automatisé. Donc, c'est vraiment le profil type de nos clients aujourd'hui, c'est ça. Ça se trouve assez peu en France, oui, je dis ça de manière un petit peu ironique, mais c'est vrai on trouve assez les équipes tech qui ont, on a quelques clients en France qui sont un peu avancés et qui ont ce genre de CI, CD, etc., et qui vont dans cette direction-là, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup qui, en fait, bon, déjà, des fois, utilisent GitLab parce que GitLab est assez populaire. Comme tu disais, il y a beaucoup d'équipes. La mentalité en ingénierie est assez différente entre les US et la France, et que les ingénieurs en France, on a des très bons ingénieurs, mais ils ont une mentalité où, en fait, quand on leur pitch Mergify, ils font ah, mais je vois très bien ce que ça fait, je sais le faire. Alors oui, sur le papier, en pratique, probablement pas, parce que bah, nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça, donc c'est 5 ans de taf. Donc je suis sûr que les ingés peuvent le faire, mais c'est pas leur cœur de métier. Mais on a un client, par exemple, qui a commencé comme ça. Ils ont passé 1 an à essayer de faire Mergify. En 1 an, ils sont venus nous voir. On a vu que vous faisiez ça, ça a l'air vachement cool parce que nous, ça fait 1 an qu'on galère. Forcément, c'est pas ton cœur de métier, en fait, de faire ça. Leur cœur de métier, c'est de faire autre chose, un autre produit et pas de faire une merge queue et tout un outil comme ça. Et c'est le problème qu'on a un peu souvent des ingés, c'est qu'ils sont très bons, mais qu'ils vont perdre du temps, entre guillemets, à essayer d'implémenter des solutions comme ça et à pas les acheter sur étagère. C'est un peu Hmm. un défaut et un biais qu'on On trouve va, assez vite. on va dire les oursins dans la poche. Bah, c'est C'est un mauvais calcul. En fait, les Américains sont beaucoup plus pragmatiques là-dessus. C'est qu'en fait, ils voient. On a aussi des équipes américaines qui viennent, ce qu'on appelle en build or buy, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir en disant voilà, nous, on pense build le truc nous-mêmes, ou on peut aussi l'acheter.
et on veut voir ce que votre truc fait, et etc. En général, on leur pitch qu'au bout de 30 minutes, ils ont vite compris que faire la même chose, ça va leur coûter très cher. C'est-à-dire entre Mm. un abonnement à quelques dizaines de dollars par utilisateur par mois, c'est-à-dire vraiment le prix d'un café, tu vois, ça coûte cher les Starbucks. Pour le budget café d'un développeur, ils ont un truc qui fait tout mieux que ce qu'ils feraient eux en termes de features. Forcément, on a des tas de features pour tous nos différents clients qui n'ont pas tous les mêmes workflows, etc. Donc, ils auront un truc qui va marcher à la perfection, qui sera maintenu par des ingénieurs qui sont experts du système, alors qu'eux, ils ont juste des ingénieurs qui sont, entre guillemets, généralistes, qui vont pas être experts de système, de GitHub, etc. Ils font vite le calcul, en fait. Je pense qu'on n'a pas un seul client américain qui est pas reparti en disant oh oui, bon, ça a vraiment l'air facile, je vais le build moi-même. Alors qu'en fait, si tu pitches ça, mon premier pitch dans une startup en France il y a 5 ans, on m'a dit ouais, c'est vachement bien, mais ça je peux le faire, je fais un petit script Python, etc. Et oui, c'est sûr que tu peux le faire, mais ça va t'occuper beaucoup de temps parce que pour connaître bien ce qu'on fait depuis 5 ans, il y a un paquet de petits problèmes dans lesquels tu vas tomber, auxquels tu te rends pas compte quand tu t'as pas commencé en fait à prendre cette route-là, de dire ah oui, mais ça a l'air simple de mettre à jour des PR et des machins. Bah oui, mais il y a beaucoup de edge case, il y a beaucoup de cas particuliers, trucs comme ça qu'il va falloir gérer, quoi. Et puis le temps d'un dev, c'est beaucoup plus cher qu'un café par dev. C'est C'est ça en fait. Et en fait, quand tu fais le calcul, et on est assez mauvais en général pour ça en ingénieur en France, c'est de faire le calcul, de se dire bon, bah en fait, mon ROI, il est où, quoi? C'est-à-dire que je vais investir des heures et des heures et des heures. Parce que oui, tu peux le faire. Clairement, les ingénieurs ont les compétences là-dessus, c'est pas le sujet. D'ailleurs, on n'a qu'une équipe d'ingénieurs français chez Mergify, donc c'est la preuve qu'on a les compétences pour faire ça, il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est des heures et des heures de taf sur lesquelles tu passes à faire un truc qui n'est pas du tout ce que tu es censé faire. Enfin, je pense qu'en général, les développeurs sont censés développer l'application de leur client ou de la boîte dans laquelle ils bossent et pas leur système de build ou de CI ou ce genre de choses, quoi. Tu dois en faire, mais un minimum de temps pour. En gros, tu dois maximiser la valeur. Et ça, c'est un problème en général que tu comprends. Alors, les ingénieurs qui sont plus seniors, expérimentés, quand même, finissent par le comprendre. Mais avoir de l'expertise technique, c'est bien. Mais avoir une compréhension de où appliquer, dans quel contexte appliquer ton expertise technique pour, comme tu disais tout à l'heure, créer le plus de valeur possible, c'est un point clé dans ta carrière. C'est-à-dire faire des trucs à la perfection pendant des mois, alors qu'en fait, si tu faisais juste, tu passais 20% du taf et pour Hmm. avoir 80% du résultat, ça suffisait largement. Ouais, Ça, le décorréler, comprendre avec. décorréler le kiff de la valeur, le kiff technique de la valeur perçue par la personne à qui C'est tu, ça, tu c'est la loi livres de ça. Pareto, quoi. C'est 20% des efforts, 80% de la valeur, quoi. Et Et si tu es capable de c'est te rendre compte de ça, c'est super important. c'est un aspect aussi très, très business, très entrepreneurial que tu as eu assez tôt avec, tu m'as parlé d'histoire de la scope et on en a discuté en amont. Tu m'as dit c'est toi aujourd'hui qui gère un peu le côté business. Ouais. Donc, comment ça se passe en fait avec les clients américains? Comment tu démarches? Tu fais tout en anglais? Ça se passe, c'est assez facile ou Ouais, c'est assez facile. Bah, on fait beaucoup d'inbound, c'est-à-dire beaucoup, ce que je disais au début du projet avec Mehdi, en fait, le problème classique je le dis pour ceux qui écouteront et qui se disent, ah, mais moi aussi j'ai un projet technique, bah, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave, mais découpez votre temps en deux et faites moitié technique, moitié marketing. Parce que le problème souvent, et j'en ai rencontré beaucoup, des ingés ou des cofondateurs ingés qui font des très bons ingés, donc ils font des produits qui sont des fois pas trop mal, etc. Même si le côté produit est encore un peu plus différent que le côté juste ingénierie, mais qui font des trucs cool. Le problème, c'est que personne n'est au courant. Donc c'est vraiment la clé, c'est d'arriver à développer ce côté marketing. Nous, c'est ce qu'on fait depuis le début et c'est le rôle que je me suis donné au début de l'aventure en me disant, on me dit, bah, je pourrais aussi coder parce qu'on est tous les deux ingénieurs, on se débrouille très bien. Mais si on fait ça, on va juste tourner en rond. Donc, toi, tu vas coder, puis moi, je vais aller faire du marketing. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent de ce qu'on appelle de l'inbound, c'est-à-dire qui nous trouvent sur Internet, le bouche à oreille, etc. On ne fait pas d'aujourd'hui d'outbound, on ne va pas prendre le téléphone et appeler des gens au hasard en disant hey, vous voulez acheter une MergeQ? Ça, on ne fait pas. C'est très difficile avec les développeurs. Les développeurs, ils veulent pas qu'on leur vende des trucs. Donc, il faut arriver à se faire connaître sans dire «Eh, mais c'est super cool mon truc», et cetera. Parce que le marketing, ils ont horreur de ça de manière générale. Il faut être très subtil dans ta démarche et dans ton approche. Donc tu fais: «Coucou, on est là, on existe, vous avez besoin de nous, venez nous voir». et Après, c'est le cas aux ouais, States aussi, la oui, problématique du dev qui n'aime pas le marketing? en Ça se moins, retrouve? ils sont moins violents. Les réactions de développeurs en France que j'ai pu avoir des fois étaient beaucoup plus virulentes Ouais. qu'aux US. Ils sont moins effrayés par ça. Ben, ils comprennent plus, je pense, le système économique dans lequel on vit et que du coup, pour manger à la fin, faut bien qu'il y ait des gens qui vendent des trucs et d'autres qu'on achète. Enfin, Hmm. voilà. Donc, t'as un Et peu moins ce truc-là. comment tu le vis, ça? Aucun souci? Enfin, toi, déjà, personnellement, comment tu le vis de plus être trop sur la partie code et tout? Et par rapport aux équipes avec lesquelles tu bosses ou que tu manages aujourd'hui, est-ce que tu as
Est-ce que c'est toi, est-ce que tu laisses la légitimité, par exemple, à Mehdi, ton associé, ou est-ce que tu vas aussi te mettre dans la technique? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu gères ta veille? En fait, quelle part de technique, en gros, tu mets, toi, dans ton quotidien, tu vois, dans ton workflow? Quelle part de technique tu as encore aujourd'hui? Plus beaucoup. Aujourd'hui, en termes de technique, je fais beaucoup de revues de code, principalement, et à un niveau de plus en plus haut parce que les ingés qu'on a chez Mergify, entre guillemets, sont de plus en plus compétents avec le temps. Euh, Ils voient comment, enfin, avec les années, avec les mois, et comment moi et Mehdi on bosse, et donc du coup, ils copient. Donc, toi, c'est un peu du. Ce que j'aime bien, c'est faire. Tu lead by example, quoi. C'est-à-dire que tu montres l'exemple, et du coup, ils font ah, mais c'est cool, j'ai appris des trucs. Donc, des fois, je leur apprends des trucs parce que ça fait 15 ans que je fais du Python, donc forcément, je connais des trucs que des fois, ils connaissent pas. Et donc, ils sont contents, etc. Mais je le fais via des revues de code. Je code pas aujourd'hui au quotidien parce que ça m'a échappé depuis 3-4 ans que je code plus sur Mergify. Forcément, là, aujourd'hui, si je corrige un bug, s'il est très simple, je peux aller grappiller vite fait et faire un peu retrouver mes petits là-dedans. Mais tout évolue tellement vite il y a des trucs, les gars, je vous laisse faire parce que moi, je vous dis quel est le problème. Je vous donne ce que je vois comme solution produit, mais après la technique, c'est vous qui faites le truc qui va. Sinon, c'est vous qui allez le maintenir, c'est pas moi. Donc s'il y a un bug, je vais pas écrire du code pour vous dire les gars, il y a un bug, j'ai pas le temps de le corriger. Regardez le truc et après ils vont me détester parce qu'ils vont me dire mais qui c'est qui a écrit ce truc-là, quoi. Donc ça marche pas comme ça. Donc après niveau veille, je fais pas de la veille technique sur tu vois les dernières bibliothèques, machin, etc. qui veut sortir parce que ça m'intéresse plus au quotidien, j'en ai plus besoin. Donc je laisse les autres faire ça. Je fais plus de la veille de haut niveau sur je dirais ce qui peut être les tendances de ce qui peut nous intéresser sur les produits connexes, j'en sais rien, ou même nos concurrents ou des boîtes qui vont faire des choses qui nous ressemblent, ce genre de choses à un plus haut niveau, à un niveau plus fonctionnel que strictement technique en fait. Tu as vraiment fait un switch. Et en général, quand je parle aux devs, tu vois, ils ont peur de ce switch-là parce qu'ils disent ils vont lâcher le dev et tu sais, c'est très vu comme ma passion, mon truc. Et c'est très, très souvent identifié, ils s'identifient souvent avec cette compétence-là, ces compétences fortes de leur personnalité. Alors que toi, j'ai l'impression que c'est vraiment, voilà, tu as fait le passage très facilement et tu es totalement OK avec le fait que bah, si demain tu dois plus développer, bah, let it be, Je quoi. Y a pense pas que de... ça dépend à quel moment tu switches. En fait, moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps et que je suis très vieux, en fait, là, tu sais, la courbe d'apprentissage, c'est un truc qui est très plat, tu sais. Très vieux. Mais tu sais, la courbe d'apprentissage, c'est un truc qui est très plat au début. Et puis après, ça monte bien. Et après, tu as un sort de plateau où en fait, j'apprends encore des trucs, mais j'en apprends de moins en moins. Si demain, je dois apprendre, je sais pas moi, un langage de programmation, en vrai, ça va me prendre une semaine. Pas d'être expert, hein, de l'apprendre et de pouvoir faire ce que je veux avec. Mais bon, en plus, maintenant, je peux demander à ChatGPT de le faire à ma place. Mais peu importe, je peux apprendre un langage de programmation en une semaine. C'est bon, je vais apprendre 80% du langage. Je ne serai pas expert, j'aurai pas 20 ans d'expérience dessus. Mais je pourrais me dire, voilà, parce qu'en fait, quand tu as pris 2 3 4 langages, des technos, des machins, c'est toujours pareil. Quand tu as les bases, tu finis par apprendre, même si tu n'as pas appris les bases à l'école, parce que moi, j'ai pas non plus fait une école de fou, j'étais à la fac dans le public, j'ai pas fait des écoles d'ingé prestigieuses. En fait, si tu creuses les sujets vraiment et que tu t'intéresses, tu finis par avoir toutes les bases d'eux. Et en fait, la blague que je fais souvent, c'est que j'adore le langage de programmation Lisp, parce qu'en fait, tous les langages sont un peu des sous-langages de Lisp. Donc, quand tu as appris Lisp, Python, c'est juste un mauvais Lisp, quoi. Donc c'est cool en fait. Moi, ça me m'amuse. Et quand je vois, quand ils rajoutent des fonctionnalités dans Python depuis des années que je suis ça, je fais ah, c'est cool, vous l'avez piqué à Lisp ça. Et ils font de quoi? Ah oui, peut-être. Et en fait, ils ne se rendent pas compte, mais Lisp, c'est des années 60. C'est en fait, tout a été inventé en termes de langage de programmation, des concepts dans ces années-là. Depuis, il n'y a plus rien de nouveau. C'est juste que tu prends un truc, tu prends une partie des langages en général, et puis tu dis, ah, celui-là va être spécialisé dans tel truc. OK. Donc, ils ont mis telle construction en natif dedans. Voilà. Et donc, c'est pareil avec Go, c'est pareil avec d'autres langages, en Est-ce que fait. tu T'as penses, juste, par rapport au langage, une question comme ça à part, est-ce que tu penses que c'est une force ou une faiblesse d'avoir fait ça? D'être parti sur plein de langages. En plus, aujourd'hui, on voit plein de frameworks, donc plein de manières de. On met beaucoup de charge mentale, je trouve, sur la partie conceptuelle du développement. Est-ce que tu penses quelle est ta vision, toi qui as vu un peu l'évolution, puisque tu t'es intéressé très tôt au code? je veux dire, sur le côté spécialisation, en fait, de plein de langages, trucs comme ça. Ouais, exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on avait des Ouais. langages un peu mères, et puis après, on a fait plein de langages filles pour des situations.
et des choses spécifiques. Par exemple, je te prends, je sais pas, en JavaScript aujourd'hui, on fait Ouais, des librairies parce qu'on a besoin de gérer des états, des actions utilisateurs, ce genre de choses. Et en fait, à chaque fois qu'on a des besoins, on recrée des langages, des frameworks, ouais. des librairies. Est-ce que tu penses que de ce que j'entends dans ce que tu dis, on dirait qu'on va vers une sorte de plafond de verre, mais qu'on va multiplier la complexité sans forcément multiplier l'efficacité. Enfin, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu le fais, en fait, tu le fais ça pour l'efficacité, justement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends un langage trop généraliste et que tu pars de zéro, tu vas galérer pendant très longtemps, en fait, à tout reconstruire. Et en fait, le but, c'est pas de tout reconstruire sans arrêt. Donc, tous tes langages de programmation et les frameworks qui sont derrière, etc., vont t'emmener dans une direction précise pour résoudre un problème. Les problèmes que tu peux résoudre avec un ordinateur, ils sont, bah, tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Enfin, même moi, depuis que j'ai commencé il y a 25 ans, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'iPhone il y a 25 ans, quoi. Donc tout, tu finis par tout en fait résoudre. Et donc du coup, ça a tellement d'embranchements et de trucs possibles qu'il faut que tu spécialises. Si tu pars à chaque fois de voilà un processeur et des bits, allons-y. Genre, tu vas jamais rien faire. Il va te falloir 10 ans pour écrire Uber Eats, quoi. Donc c'est pas possible. Il faut que tu partes d'un truc et tu construis. En fait, c'est comme des lasagnes. Tu fais des couches. Et en fait, petit à petit, les couches du bas, on finit par les oublier. C'est-à-dire que plus personne fait d'assembleur, ou même, tu vois, genre du C, ça devient de plus en plus rare, etc. Parce qu'en fait, le niveau d'abstraction évolue avec le temps. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste la vie. Il y a un moment, on se pose plus la question de construire des maisons avec de la paille et du bois. C'est juste qu'on a des parpaings et des machins. Donc là, c'est pareil. Tu finis par évoluer. Ce qu'il faut arriver à suivre, c'est pas rester ce qu'il faut dans la carrière de quelqu'un, c'est qu'il faut pas rester au niveau de bon, bah, moi, j'ai appris ce truc-là, je reste là. Après, tu peux. C'est des gens qui font du COBOL et qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Mais tu vas vite, en plus, tu vas vite t'ennuyer, tu vas vite être déphasé par rapport au marché, par rapport à ce qui se passe. Donc, non, il faut suivre ce qui Mm. se passe et tu as une commoditisation, c'est-à-dire qu'en fait, tu as des trucs qui avant étaient super pointus. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, j'installais des serveurs mail, des serveurs IMAP, SMTP, etc. On les configurait, etc. C'est devenu de plus en plus compliqué pour lutter contre le spam, machin, etc. Aujourd'hui, plus personne, enfin, j'espère, plus personne fait ça. Il y a des gens qui bricolent ça, mais aujourd'hui, tu te dis pas, OK, je vais m'installer un serveur de mail. Tu ouvres un compte mail, tu prends un abonnement chez Gmail, Fastmail, ProtonMail, ce que tu veux. Enfin, tu te débrouilles et c'est devenu une commodité en fait. C'est un truc où Mais maintenant, c'est plus un sujet. Et c'est est-ce pareil pour le que, dev en fait. est-ce que ces commodités, elles font que les gens, enfin les développeurs aujourd'hui, s'ils restent sur ces commodités-là, parce que moi, c'est une tendance que je vois, peut-être que tu me corrigeras, mais j'ai l'impression que, tu vois, la, rester au niveau de cette strate-là de commodité, ben, tu vas pas développer une expertise vraiment solide dans la compréhension des bases, sauf si bah, tu redescends un peu, en fait. Tu retournes vers les origines, un peu vers... Tu vois, je le vois plus dans ce sens-là, plutôt que de dire, on n'a plus besoin, ok, on n'a plus besoin, mais si on ne sait pas comment c'est, est-ce que vraiment le fait de ne plus en avoir besoin, si on reste que sur du haut niveau et que on perd beaucoup des compétences de bas niveau, est-ce que ça ne nous rend pas un peu moins fort, tout simplement, dans la compréhension, un peu moins efficace, un peu moins... Alors, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je connais pas l'assembleur. J'ai fait de l'assembleur 68 000 à l'école, ça m'a toujours ennuyé, j'ai jamais voulu apprendre, ça m'a jamais empêché de bien faire mon taf et compagnie. Le problème de fond, je pense, c'est un problème de mindset et de philosophie, c'est que je vois beaucoup de devs, moi, c'est ce que je leur reproche en général, qui cherchent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont bricoler le truc jusqu'à ce que ça tombe en marche, et quand ça va tomber en marche, ils vont passer à autre chose. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Tu peux pas prendre cette petite courbe là d'apprentissage et monter dessus, si en fait tu passes ton temps à lancer le dé jusqu'à avoir un double 6 quoi. Souvent c'est ce que je vois, c'est genre si je dépasse cette ligne là ça marche ou pas? Ah oui ça marche, j'ai pas compris. Si tu fais ça, tu iras nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'auras jamais de compréhension complète des systèmes, de comment ça fonctionne, etc. Ce qu'il faut, c'est, mon associé média a une bonne image là-dessus, c'est tirer les ficelles. C'est-à-dire que nous, on le voit chez nos développeurs ou les gens qu'on a pu accueillir chez Mergify, des stagiaires, des apprentis, c'est qu'il y a les bons stagiaires et les mauvais stagiaires. Le bon stagiaire, il connaît rien, c'est un bac, il est à l'école, et il a un problème et tu lui donnes la ficelle, tu lui dis, bah, regarde ça. Et lui, il tire. Et il revient et il va lire tout ce qu'il y a sur le sujet. Il va dire, OK, maintenant j'ai compris comment ça marche et j'ai compris mon problème en fait. Donc maintenant, je sais pourquoi, quand je déplace cette ligne-là, ça fonctionne. En fait, je suis con. Et quand je vois des gens qui s'extasient parce qu'ils comprennent pas la différence entre tel truc dans JavaScript ou je sais pas quoi, bah, je me dis c'est dommage parce qu'en fait, si tu comprends pas clairement ça, et c'est ta mission de passer la semaine dessus jusqu'à ce que tu deviennes expert du truc pour que ce soit plus un problème et que tu puisses passer à autre chose. Et des fois, ça demande de creuser. Du coup, comme tu disais, des fois, il faut creuser sous la commodité en disant, bon, attends, mais je comprends pas comment ça marche le truc en Java.
d'où ça vient, c'est quoi l'histoire de ce machin, et tu tires. Et en fait, c'est comme ça que tu deviens expert, en fait. C'est parce que tu es capable d'expliquer les fonctionnements et les trucs que tu comprenais pas avant, etc. Alors, c'est pas toujours facile, et puis des fois, tu n'y arrives pas du premier coup, il faut aussi reprendre à deux ou trois fois, il faut prendre deux ou trois sources différentes, les croiser. Mais si tu fais pas ce travail-là et que tu viens juste à faire marcher le truc, bah, tu peux pas en faire un métier dans lequel tu deviens vraiment expert. Et si tu arrives, et moi c'est ce que j'ai fait toute ma vie parce que je suis curieux, je sais pas, quand j'étais gamin, je prenais des vieux réveils, je les démontais pour voir comment ça marche un réveil. Je sais pas comment ça marche un réveil, j'ai toujours pas compris, mais je trouve ça rigolo de comprendre, essayer de comprendre comment ça marche en fait. Et si tu as cette curiosité-là en fait en termes d'ingénierie, bah en fait ça permet de vraiment maîtriser le système de plus en plus jusqu'au moment où tu as une connaissance assez pointue de bon en fait un langage de programmation, comment ça marche un compilateur, un interpréteur, et en fait tu te rends compte que tout ça c'est un peu toujours pareil. Alors tu pas les détails de comment ça marche en Go, en Python, en Java, etc. Mais tu connais de plus en plus de concepts et de détails qu'il y a derrière pour avoir une maîtrise suffisante pour dire bah tiens je peux apprendre n'importe quelle techno. Et donc du coup comme je disais tout à l'heure, moi je fais le switch parce qu'aujourd'hui si je dois retourner faire de la tech, j'aurais pas grand chose pour me mettre à niveau à apprendre. Il y a pas, je suis d'une oreille. D'autant qu'on a des outils aujourd'hui qui, ce haut niveau-là, s'en chargent très bien. D'ailleurs, on le voit avec, quand on a parlé tu l'as abordé, ChatGPT, on a ce genre de choses, on commence à aller vers du no-code, toutes ou du low-code, tous les aspects qui sont un peu conceptuels au niveau. Je pense vraiment ce qui va faire, après, c'est un point de vue perso, si je peux l'insérer là, c'est que ce qui va faire les devs de demain, c'est vraiment cette compétence-là. Les autres, peut-être qu'ils resteront pas devs au final. Ils s'appelleront autre chose, ils iront vers autre chose, mais ils feront plus de la programmation à proprement parler parce que la compétence n'était pas sur de la programmation à proprement parler. Je sais pas ce que tu en penses de ça. Ouais, bah, je pense que, encore une fois, tu as beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, écrire du code, ça va devenir une commodité, en fait. C'est un peu, enfin, en tout cas, écrire du code de manière assez basique. C'est ce que tu vois avec GitHub Copilot, par exemple, Mm. qui s'améliore de plus en plus. Donc, aujourd'hui, je sais pas, tu es commercial dans une boîte, tu voudrais qu'il y ait tel ou tel truc sur le site web qui soit rajouté sur un truc. Tu peux pas le faire. Tu dois appeler un développeur qui dit est-ce que tu peux rajouter ça? Voilà, maintenant tu peux aller dans le Copilot, dire rajoute-moi un composant qui fait ça, et il t'écrit trois lignes de React et c'est fait. Et c'est pas ton métier. Donc en fait, écrire du code basique, hein, je dis pas écrire des systèmes complexes, ça va devenir un truc où il n'y a plus besoin de ça. Donc en fait, c'est là où le problème, c'est que si jamais ton niveau de développeur junior, etc., quand tu commences, c'est juste de savoir écrire trois lignes de React et de pas comprendre en fait tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire comment ça marche. Je prends React parce que je connais pas React, donc c'est un bon exemple. Mais comment ça marche, le système de connexion entre, il se passe un truc dans le browser, ça se met à jour, etc. Tu sais pas ça, en fait, bah, ça sert à rien parce que en fait, je pense que pour le coup, même Copilot ou GPT savent mieux que toi. Donc c'est pas bon en fait. Il faut que tu aies une compréhension pour dire, ok, ce truc-là, ça sort du cadre de un outil d'AI par exemple. Mais moi, je sais le faire parce qu'effectivement, il faut connecter quatre trucs différents ensemble et que l'AI, elle sait pas faire ça, c'est trop compliqué, etc. C'est un système trop complexe. Mais moi, je vais savoir le faire et je peux m'aider de l'AI pour écrire le code basique, de rajouter une propriété, afficher un truc en plus, etc. Et pour gagner du temps. Ce que te permet de faire Copilot aujourd'hui directement quand tu codes. Là, on parle beaucoup d'outils. Je vais profiter du fait que tu travailles beaucoup avec les US pour te poser la question. Qu'est-ce qu'il y a comme différence dans la conception et dans le cycle de vie sur les marchés de la tech entre les ingés, les développeurs ici et les développeurs là-bas? Tous les sujets là dont on parle, qui sont des sujets que nous, on vit au quotidien, est-ce qu'ils vivent exactement la même chose? C'est les mêmes changements? Est-ce qu'ils voient ils ont le même angle de vue que nous, ou il y a des choses qui sont vraiment fondamentalement et foncièrement différentes dans le monde de la tech ici et là-bas? Il y a beaucoup de différences sur beaucoup de niveaux. Euh, je dirais que la plus grosse différence culturellement, c'est que depuis très longtemps, les ingés aux États-Unis sont vraiment vus comme des experts à part entière, là où en fait, en France, je fais une généralité, hein, parce que c'est vraiment pas vrai partout, donc excusez-moi pour la généralité, mais où en France, quand même, dans beaucoup même de grosses boîtes, c'est vu comme des ouvriers, et je dis pas ça de manière péjorative pour les ouvriers, parce qu'il n'y a pas de mal à être un ouvrier, mais vraiment comme, pas des experts techniques en fait, mais juste comme des gens qui ne peuvent pas faire ça toute leur vie et Les qui doivent exécutants, en passer, fait. Ouais. ouais, comme des exécutants. Et effectivement, tu es exécutant, mais je pense que tu es plus qu'exécutant si on t'écoute. Et en fait, on a des très très bons ingénieurs qui sont souvent pas écoutés dans beaucoup de structures et qui sont juste utilisés
bah, on leur appuie dessus pour faire du code et faire du machin, mais pas pour avoir un niveau un peu plus élevé que ça, que ce soit de stratégie, que ce soit de conseil, etc. Et en fait, ces gens-là peuvent pas non plus avoir enfin, ont l'expérience, mais ne peuvent pas avoir suffisamment d'expérience et aller là-dedans parce qu'en fait, tu peux pas rester ingénieur très longtemps. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que quand j'ai fait mes études à la fin de mon master, en fait, on était formé pour être chef de projet. Ce qui est assez formidable parce que être chef de projet, ça veut dire qu'en gros, tu vas être architecte, mais tu n'as jamais posé un parpaing, quoi. Donc, c'est assez formidable d'expliquer comment tu vas construire une maison, mais tu sais même pas ce qu'il y a dedans parce que tu n'en as jamais vu, en fait. Tu n'as jamais vu, juste tu vas dire aux gens, bah alors, pour faire une maison, il faut faire ça, je crois. C'est ce qu'on m'a dit à l'école. Ça marche pas. Donc, en fait, on rigolait beaucoup des gens qui étaient persuadés, qui sortaient de l'école à bac+5, en disant, bah, je vais être chef de projet. Bah non, tu peux pas être chef de projet. Tu vas faire des projets de merde, en fait, littéralement, parce que tu n'as jamais fait de projet. Les projets de l'école, désolé, c'est pas des projets, hein, c'est pas la vraie vie, quoi. Tu peux pas apprendre à l'école ce que tu apprends en entreprise. C'est normal, c'est pas la même échelle, c'est pas les mêmes enjeux, évidemment. L'école fait du mieux qu'elle peut pour t'apprendre plein de trucs et te mettre sur les bonnes voies et t'apprendre à apprendre. C'est le but, je pense, de l'école. Mais après, il n'y a pas de miracle non plus, quoi. Il faut aller sur le terrain pour apprendre. Donc, la différence, c'est que il y a un système, par exemple, dans les boîtes américaines où il y a deux tracks en général de progression dans ta carrière. Il y a ce qu'on appelle les IC, Individual Contributors, c'est-à-dire les contributeurs individuels, comme tu dis, un peu des exécutants, des gens qui font, mais ces gens-là peuvent faire carrière toute leur vie là-dedans. Et en fait, c'est normal. C'est-à-dire que tu peux devenir l'expert de tel ou tel techno, tel ou tel système en général, et faire ça toute ta vie et sans que ce soit mal vu. Et tu peux faire ça enfin, sans problème, être très bien payé. Tu peux être mieux payé, mais c'est souvent le cas d'ailleurs en tant que IC, qu'ingénieur, principal ingénieur, etc. Tu donnes le titre que tu veux, j'aime bien les titres aux États-Unis, que ton manager. Donc ça, c'est la réalité. Qu'en France, bah non, en fait, une fois que tu es ingénieur, après, il faut être chef de projet, puis directeur de projet, puis you name it. Et en fait, tu dois passer d'un côté contributeur à un côté bah, management. Et le management, c'est un autre métier. Le problème, c'est qu'en plus, on a souvent des mauvais managers. Bon, déjà, parce que c'est dur d'être manager, pour être honnête. Et on a des mauvais managers parce que quand tu prends des gens qui ont fait 5 ans d'école d'informatique et qui, au bout de 5 ans d'expérience, maxi, tu les mets managers, bah, c'est pas leur métier. Alors, des fois, ils font une formation parce qu'il y a une formation qui est payée par l'entreprise pour apprendre à manager, mais c'est pas dit qu'ils aient envie de manager non plus. Parce qu'en vrai, vouloir manager, bah, c'est un métier complètement différent. Donc, tu as des gens qui veulent pas manager, qui ont envie de coder, mais qui n'ont pas le droit parce que c'est mal vu. Du coup, ils doivent manager et dire aux autres quoi faire. Mais en plus, ils ont que 5 ans d'expérience. Donc, en fait, ils n'ont pas d'expertise technique, etc. Donc, en fait, forcément, tu finis avec une sorte de système qui fonctionne pas ou en fait, tu fais rien de bien. Et donc, tu vois plein de boîtes qui font des projets tout nuls juste à cause de ça. C'est qu'en fait, ils ont pas les experts. Et ils les gardent pas, en fait. Ils les foutent à la En, poubelle. en comparaison avec les States, est-ce que, par exemple, les chefs de projet là-bas, ils ont plus de compétences techniques? Parce que c'est vrai qu'on a des chefs de projet qui ils ont vraiment un manque de compétences techniques quand ils arrivent à ce poste-là, ne serait-ce que de comprendre. Est-ce que c'est une problématique qui a été résolue outre-Atlantique du fait qu'il y a peut-être une autre manière d'arriver chef sur un projet ou je sais pas? Dans toutes mes expériences, en tout cas, ce que j'ai vécu, c'est qu'il n'y a pas de chef de projet. C'est-à-dire qu'il y a des contributeurs individuels, il y a des développeurs, des ingénieurs, il y a des tech leads qui sont des ingénieurs plus expérimentés qui vont pouvoir donner le ton, c'est-à-dire dire bon, on va partir sur je sais pas, telle techno, telle architecture, tel truc, etc. et qui vont pouvoir guider ceux qui sont plus juniors. C'est des gens qui vont avoir 5 ans, 10 ans d'expérience, qui vont être tech lead. Il y a des managers qui, eux, font du management, c'est-à-dire, en fait, le boulot du manager, c'est de faire en sorte que les gens qui sont managés puissent faire leur boulot. C'est ça le boulot du manager, c'est tout. Ni plus ni moins de dire, un bon manager, il va voir un ingénieur et dit qu'est-ce qui t'empêche de travailler aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ralentit? Et l'ingénieur va lui dire bah là, j'ai un problème avec telle équipe, ils avancent pas sur tel projet. Et le manager dire ok, je m'en occupe. C'est juste ça le boulot du manager. Hmm. Ni plus ni moins. Donc, c'est pas un boulot technique forcément. Ça peut être une partie technique, il faut avoir une compréhension technique pour un manager, mais le boulot du manager, c'est de dire qu'est-ce qui te manque. Le mec dit bah écoutez, on a besoin de serveurs de plus et de machin, il nous faudrait peut-être un budget pour faire ça, etc. Et donc d'expliquer au manager que bah, il faudra un budget pour ça. Et le manager, il va dire ok, j'ai compris, je vais essayer de me battre pour avoir un budget. On n'aura pas de budget, donc on va trouver une autre solution. Je vais t'aider à trouver une autre solution. C'est ça le boulot du manager. C'est d'aider les ingénieurs à faire leur boulot, ni plus ni moins. C'est pas autre chose. Et de valider les vacances et les notes de frais. Mais c'est tout. Donc c'est vraiment ça, c'est d'organiser l'équipe à ce niveau-là. C'est pas si tu as des bons ingénieurs, embaucher des ingénieurs pour leur dire quoi faire, ça sert à rien, hein. Faut prendre des nuls dans ce cas-là. Mais si tu prends des bons ingés, Et, c'est pour euh, qu'ils te guident ton projet. et comment se Ouais. passent les interactions avec la partie métier, avec les retours Bah, c'est ça. utilisateurs, les... C'est ça en fait. C'est là où tu as un autre
boulot qui en général s'appelle product owner ou product manager et qui lui s'occupe, en fait, qui est un peu le chef de projet, mais qui s'occupe du côté produit, qui a pas forcément une connaissance technique pointue. Alors c'est mieux qu'ils comprennent un petit peu de ce quoi tu parles, mais c'est aussi aux ingénieurs d'être bons vulgarisateurs et se mettre au niveau du product owner. Et c'est lui qui fait l'éponge des utilisateurs et qui dit, bah voilà, moi, tous les users, là, ils se plaignent, c'est trop lent. Ils font ça, c'est trop lent. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Et c'est aux ingés de résoudre le problème. C'est pas aux product owners de dire, bah, on va mettre du caching, on va optimiser la requête Hmm. SQL, etc. C'est aux ingés de dire, OK, bah, on sait pourquoi. Aux managers de dire, bon, qu'est-ce qu'il vous faut? Un savoir plus gros? Est-ce que vous pouvez optimiser? Comment on découpe le temps de travail pour qu'il y ait une partie qui soit la dette technique, l'optimisation? On a aussi deux, trois features à faire. Et donc, tu t'organises avec le chef de projet pour bah, découper le temps que tu as sur une semaine, 2 semaines, pour faire tout ça, etc. Donc, c'est ce côté-là, et c'est un peu le rôle que tu vois souvent un peu de Scrum Master et compagnie. Mais ça, c'est un rôle de product owner, et tu peux appeler chef de projet si tu veux, mais qui en fait organise le qu'est-ce qu'on fait quoi, dans quel ordre. C'est tout. Et ça, les ingés, l'ingénieur, c'est une boîte à outils, il peut tout faire, l'ingénieur, mais il faut lui dire quoi Hmm. faire et qu'est-ce qui est prioritaire. Est-ce qu'il faut mieux faire une nouvelle feature ou que ce soit plus rapide? C'est quoi il peut pas tout faire en même temps, donc il faut choisir. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place, toi, chez Mergify? Est-ce que vous mettez en place ce process-là ou... Ouais, 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 complètement. Bah, aujourd'hui, on a une équipe d'ingé qui bosse, qui fait du dev. On fait avec Mehdi, on se partage. Bon, on est tous les deux la casquette un peu de product owner parce on est tous les deux au quotidien à parler à nos clients, à voir les retours utilisateurs, etc. On met aussi le plus possible les ingénieurs devant les utilisateurs et les clients quand on peut, parce que c'est déjà une bonne pratique pour que bah, ils voient qu'on raconte pas des conneries. Et aussi parce que c'est un vrai boost au niveau du moral et de. En fait, c'est con, mais c'est un truc très humain. Mais quand tu fais un truc et quelqu'un te dit merci, c'est cool, bah en fait, ça fait vachement bien. Et donc, ça aide beaucoup les équipes à se sentir utiles, à avoir du sens dans ce qu'ils font. Ça, c'est super important. Moi, je l'ai vécu d'être caché. J'ai écrit des logiciels où je parlais jamais aux clients, à l'utilisateur. Mais vraiment jamais. Et c'est le seule fois où ça m'est arrivé. J'avais des étoiles dans les yeux en mode genre, mais c'est génial. Le mec utilise mon truc tous les jours, il me dit c'est bien. Et en plus, après, il me dit, il me manque ça, ça, ça. C'est vraiment cool parce que on n'avait pas de product manager dans une de mes équipes à l'époque. Et donc, du coup, j'avais très peu de retours en fait. Donc, j'écrivais des trucs en imaginant ce que les gens voulaient. C'est Hmm. nul. Il faut pas faire ça. Donc avoir ce côté-là, ouais, c'est ce qu'on fait chez nous. On a ce côté product et donc du coup, on vient avec un tas de problèmes. On dit bah, voilà, ça comme problème. Bon, le plus important, moi, je pense que c'est ça parce qu'on en a besoin pour tel client, on en a besoin pour tel nouveau deal qu'on pourrait avoir si on avait telle feature, etc. Et donc c'est à nous de faire la priorité, c'est à nous de savoir en tant que product owner, bah, c'est quoi le prioritaire et de dire aux ingés, bon voilà, ça, c'est le premier problème à régler ou le premier truc à faire, c'est celui-là. Après, ce sera celui-là et après, ce sera celui-là. Et c'est pas une science parfaite et c'est jamais, tu fais du mieux que tu peux, hein, comme d'hab, mais c'est vraiment de leur fournir ces infos-là pour qu'eux, après, ils disent, OK, bah, pour résoudre ce problème-là, je vais d'abord faire ça, il y a telle technique à faire, etc. Et donc après, tu discutes en termes de, bah, OK, comment on fait pour aller au plus vite, quel compromis on va faire, etc., pour arriver à tes fins. Et vous fonctionnez comment? C'est totalement à distance que vous fonctionnez ou Ouais. vous avez des bureaux ou comment ça se passe? Non, on est une boîte full remote. On Mhm. a beaucoup, du coup, bah, en fait, quand tu fais de l'open source, quel cas pour moi et Mehdi, comme je disais depuis une vingtaine d'années, on a toujours Ouais. bossé à distance et de manière asynchrone avec les gens avec qui on bossait. Et donc, on a un peu construit la boîte sur ce modèle-là. Alors, un peu moins synchrone parce que du coup, on est tous en France et on a Slack, donc tu peux te permettre d'être plus synchrone. Mais dans les façons de travailler, de faire des revues de code, de discuter de sujets, etc., c'est quand même très asynchrone, de fait d'être en full remote. Donc, non, on a vraiment calqué un peu le modèle de fonctionnement de la boîte au niveau ingénierie, en tout cas sur le côté un peu open source. Et donc, on est tous à distance. Donc, on a des gens un peu partout en France aujourd'hui. Bah, écoute, c'est une belle réussite. Est-ce que, une des dernières questions que j'ai envie de te poser, avec le recul, est-ce que tu te dirais que il y a des choses que tu aurais fait différemment, qui auraient peut-être mieux marché, disons des enseignements que sur la partie mettre en place un produit tech en tant qu'entrepreneur que tu aimerais partager en disant bah peut-être ça j'aurais pu le faire autrement ou ça aurait été plus pertinent. Je pense qu'on a eu pas mal de chance dans ce qu'on a fait. Dans les bons trucs qu'on a fait, c'est comme je disais, c'était faire le switch, par exemple, marketing, etc. Je pense que le seul défaut qu'on a, comme beaucoup de boîtes, c'est qu'on a tendance à pas forcément shipper assez vite, c'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps à préparer un truc, en fait, à vouloir que ce soit parfait avant de Mm. sortir un truc. Donc, on le fait de moins en moins. On est obligé, en fait,
de s'auto-fouetter pour se dire arrête de faire le truc parfait, juste sors le truc et vois ce que ça donne. Parce que quand tu es une startup et que même quand tu commences un projet, startup ou pas, mais avoir un feedback utilisateur le plus vite possible, c'est le plus important. Et ça, on a ce défaut encore aujourd'hui, des fois, de ne pas aller assez vite à ce niveau-là, en tout cas pas aussi vite Mm. qu'on voudrait, et d'aller trop loin dans des détails, des trucs comme ça, alors qu'en fait, il faudrait juste mettre le truc sur la table et dire bon, ça vous va ou pas, quoi. Ouais, Et la est-ce qu'on vision part de plus, là, etc. avoir la vision plus marketing un peu que ingénieur. C'est vrai que Ouais, c'est la ça, de pas, vision. en fait, de pas aller assez. On le fait quand même pas mal et je pense qu'on n'est pas trop mauvais, mais il y a quand même des trucs parfois où je me dis, on aurait dû aller plus vite et on n'aurait pas dû perdre autant de temps là-dessus, quoi. Toujours Mm. le regret après, tu te dis, j'ai perdu trop de temps, en fait. Toujours plus facile à dire avec le recul après. Ouais. Ok, ok. Est-ce que c'est quoi ta vision à moyen, long terme avec Mergify ou Euh, même toi dans ce monde est-ce que tu vas rester sur du business pur Personnellement, oui. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneurial depuis que je suis tout petit et ça m'a toujours plu. J'ai jamais eu l'occasion, en fait, de jouer à l'entrepreneur jusqu'à maintenant. Donc, ça m'amuse, ça me fait plaisir de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, entrepreneur, c'est que tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est beaucoup plus fatigant en termes de charge mentale et que de développeur, te lever le matin, dire j'ai un ticket, prendre le ticket, le corriger et dire bah, j'ai corrigé mon ticket, je peux passer à autre chose. je Là, confirme. ouais, tu gères 200 problèmes en même temps que tu n'as même pas imaginé la veille qui te tombent sur la tronche en permanence. Mais je pense que je m'ennuierais sinon. Mm. Et d'ailleurs, je me suis souvent ennuyé quand j'étais juste développeur parce qu'en fait, je sais pas faire juste développeur. En fait, il faut toujours que je mette mon nez partout. Je suis impossible à manager, quoi. Mes managers m'ont détesté la plupart du temps parce que je suis impossible à manager, quoi. Donc c'est mieux que je reste à ma place Je suis pas forcément un très bon manager non plus, mais je le sais, donc je fais avec. Mm. Je dis, écoutez, je suis pas un très bon manager, on va faire du mieux qu'on peut. Donc là-dessus, ouais, au niveau de Mergify, notre vision, bah, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire en fait, on essaie de simplifier vraiment la vie des développeurs. Nous, ce qu'on pense, c'est que les développeurs, ils doivent coder, et encore maintenant, c'est peut-être Copilot qui va coder. Donc, ils doivent vraiment faire un boulot à haute valeur ajoutée, qui est en tout cas aujourd'hui de coder dans les grandes lignes, de faire des revues de code, parce que ça, tu as toujours besoin d'un humain quand même pour relire le code, pour avoir une compréhension. Quand je dis revue de code, c'est pas savoir si tu as écrit du beau Go ou du beau Python ou du beau JavaScript, parce que bon, il y a des éditeurs pour ça, mais c'est voir ce que tu as fait, c'est logique, du structurel, d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue architectural, etc. Tu as encore besoin d'un humain, hein. Il n'y a aucune AI aujourd'hui qui sait faire ce travail-là de Mm. conceptualisation de haut niveau. Donc, tu en as besoin. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée des ingénieurs, c'est d'avoir tout ce côté-là. Mais le reste, je veux dire, relancer des tests de CI, des machins, être sûr que c'est à jour, que tu as bien. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Savoir que tu as des tests qui sont flaky, les relancer automatiquement, etc. C'est très fastidieux. Donc, c'est tous ces trucs-là, en fait, qu'on identifie, nous, dans l'échelle, en fait, de ce que font les ingénieurs au quotidien et qu'on essaie de supprimer en disant, voilà, on va s'en occuper à votre place, on va l'automatiser avec des process automatiques, avec de l'AI, avec plein de technos Mm. différentes, pour en faire en sorte que juste ton boulot, c'est de faire des PR et de relire celle des autres. Et c'est tout. En fait, tu peux te focuser sur autre chose. C'est une belle mission que je retiens, c'est d'accompagner les devs bah, à leur avenir, en fait, et être sur vraiment une valeur ajoutée de plus en plus qualitative. Ouais. Bah, écoute, je peux que vous souhaiter la réussite complète et encore plus de réussite que ça. Est-ce que, pour terminer, tu aurais un mot libre de la fin à nous partager? C'est la question que je pose à tous ceux qui passent sur le podcast. Quelque chose que tu as envie de partager, que tu aimerais dire, que tu n'as pas encore dit depuis. Ça fait un petit moment qu'on discute. C'était très intéressant. Je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu aimerais partager Ouais, je donnerai un petit conseil parce que je suis un vieux con. Et du coup, mon petit conseil, c'est Tu as dit juste. 2 fois vieux dans le podcast. J'arrive bientôt sur la quarantaine. Aïe, aïe, aïe. Ah bah voilà. Ça va, mais ça va, ça va. Non, non, juste le conseil que j'aime bien donner souvent, parce que c'est pas cher de donner des conseils, c'est un truc qui m'a servi en tout cas, et j'ai souvent donné, c'est que avoir de l'expertise technique, c'est super important. Et comme je disais, il faut tirer les ficelles. Donc, si vous voulez vraiment progresser et tout, je trouve que c'est super important bah, voilà, de chercher vraiment à comprendre les trucs jusqu'au bout. Jusqu'au bout ou au point, voilà, moi j'ai toujours tiré jusqu'au bout, au point où je pouvais aller contribuer au projet open source dans lequel j'avais trouvé le bug, quoi. Et ça, c'est génial en fait de trouver un bug dans un truc et de se dire,
et si je pouvais le corriger. Et en fait, des fois, on n'y arrive pas, mais en fait, on apprend tellement de trucs. L'important, c'est pas toujours la destination, c'est le chemin. Donc, être expert technique, c'est important, mais la vie s'arrête pas là dans la carrière. Et je pense que les deux aspects qui sont souvent sous-évalués par les ingés, c'est le côté social, c'est-à-dire ce que j'appelle le côté social, c'est le côté travailler en équipe, travailler avec les autres. Mhm. Comme le dit le bon vieux dicton, seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Et en fait, on a toujours besoin d'être à plusieurs. Donc, savoir bosser avec les autres, pas être l'expert technique dans son coin qui parle à personne et qui boude et qui est pas content quand ça va pas dans son sens. Mais c'est très dur, hein. Souvent, les ingés sont souvent des profils de plus de gens plutôt introvertis, etc. Donc, c'est pas toujours évident ce côté social, mais c'est un truc qui est très important, je pense, à développer avec les années, d'arriver à bosser en équipe, à ramener les autres vers soi sur ses idées, parce qu'on peut être très bon, avoir des très bonnes idées, mais pas être suivi par les autres. Et bah justement, arriver à ça, voir ça comme un challenge, dire OK, comment je fais pour convaincre toute mon équipe qu'en fait la bonne solution c'est ça. Mhm. Ça c'est super important, mais ça s'apprend pas du jour au lendemain, ça se pratique. Il faut voir ça un peu comme un jeu quelque part. C'est le côté important. Et le troisième aspect que je trouve qui est souvent sous-évalué, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le côté business, c'est-à-dire comprendre la valeur qu'on génère et pas tomber dans une expertise technique qui est juste là pour la beauté du geste. C'est-à-dire, c'est le plus beau code que j'ai jamais fait. Oui, mais tu as passé 6 mois dessus, en fait, ça marchait déjà au bout d'une semaine. Donc c'est vraiment ça en fait, le côté comprendre la valeur qu'on crée et savoir pas travailler dans une bulle de Mhm. l'ingénierie pour l'ingénierie, du code pour le code, mais dire ok, vraiment ce que je veux faire, c'est ça et c'est assez bien. Maintenant on va passer à autre chose et on va construire autre chose parce que ça c'est cool. Il n'y a pas de système parfait. Quand j'ai débuté et que je commençais à développer, j'étais persuadé qu'en fait je pouvais toujours faire un truc mieux, mieux, mieux. Et en fait tu peux toujours faire un truc mieux. Mais en fait l'ingénierie c'est pas faire un truc mieux, c'est faire un truc qui marche quoi. C'est pas faire un truc qui est forcément infaillible, c'est un truc qui marche et qui est le plus solide possible. En fait, tu te rends compte que ça finit toujours dans la vraie vie par se casser la gueule parce qu'il y a toujours un truc dans la vraie vie qui va pas. Je veux dire, Mhm. quelqu'un qui va éteindre un serveur en passant un coup de balai, n'importe quoi. Tu peux pas faire un truc parfait, etc. Il faut faire un truc qui soit good enough, mais sur lequel au moins tu as une compréhension de c'est quoi good enough, pas juste j'ai fait un truc, ça a l'air de marcher, je vais passer à autre chose. Donc c'est vraiment d'avoir ces trois aspects-là, en fait. Le côté technique, qui est souvent celui par lequel tu commences parce que tu fais une école pour ça, et pas d'école pour les deux autres. Mais c'est l'école de la vie. Le côté social, le côté business qui sont super importants, en tout cas pour progresser dans sa carrière, parce que je vois beaucoup de devs qui sont focus sur, par exemple, dans même dans un entretien d'embauche, ce genre de choses, sur le côté très technique, ils vont te faire un listing des technos qu'ils connaissent. C'est pas inintéressant, mais ça s'arrête pas là, quoi. C'est pas C'est OK, tu suffisant, ouais. connais plein de technos, mais est-ce que tu sais bien les utiliser pour travailler avec les autres et pour générer un max de valeur pour l'entreprise. Donc ça fait très américain dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. Mhm. Mais c'est totalement vrai, je suis totalement d'accord et c'est un excellent mot de la fin. Merci, Merci à Sofiane. toi en tout cas. Je mettrai tous les liens vers Mergify, etc. dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas si vous offrez il y a des versions d'essai en mode ça, ce genre de choses. Ouais, en fait, le service est gratuit pour les projets open source. Donc, si vous avez des repos publics sur GitHub, le service est totalement gratuit. On a toujours fait ça depuis le début. C'est un peu notre soutien à l'open source, qu'on est toujours à fond Ouais. là-dedans. On contribue au projet qu'on utilise quand on a l'occasion, etc. Donc, oui, on fournit le service gratuitement pour tous les projets open source avec une petite limite sur le nombre de PR que tu peux merger par mois. Mais en général, on a peu de projets qui atteignent ce genre de limite. Donc, Mhm. oui, n'hésitez pas à l'utiliser, à le déployer sur vos repositories préférés. Ok, top. Bah, écoute, je mettrai tout ça dans la description. Et encore une fois, merci à toi et merci pour ton temps et toute la valeur que tu nous as délivrée. Ça fut un plaisir, Sofiane.